Salut à tous, c'est Noz. Ça va? Bon, vous savez, on a parlé des pires douleurs dans différentes vidéos, vraiment à quoi elles sont dues, pourquoi ça fait si mal, etc. Et aujourd'hui, on change un petit peu la formule, on va parler de vos douleurs. Quelles sont les pires douleurs que vous avez pu ressentir au cours de votre vie? J'ai récupéré vos témoignages dans l'épisode précédent, donc l'épisode 3 qui est sorti il y a quelques semaines, et laissez-moi vous dire qu'il y a des petites pépites. Il y a des trucs vraiment impressionnants, il y a des histoires incroyables, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On va découvrir vos pires douleurs à vous, témoignages et histoires complètement folles. C'est parti. Mais attention, avant tout ça, cette vidéo aujourd'hui est réalisée en collaboration avec HelloFresh. HelloFresh, vous l'avez compris, c'est de la bouffe, donc c'est très bien pour reprendre du poil de la bête après s'être par exemple éclaté le petit doigt de pied dans le pied d'une table. HelloFresh, qu'est-ce que c'est? En fait, l'idée avec ce service, c'est de se simplifier la vie au niveau des courses ou des repas. Vous pouvez donc aller sur le site et sélectionner différents packs de repas qui sont déjà conçus, et vous recevrez dans votre box tous les ingrédients nécessaires pour réaliser votre recette. Tout est parfaitement dosé, etc. Il y a tout un tas de recettes différentes, bien healthy et tout, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a ici par exemple? On a des légumes, tout ce qu'il faut pour faire une recette. Donc chaque petit sachet c'est pensé pour être un plat et donc une recette différente. Pour chaque recette évidemment vient le menu. Tout ça c'est vraiment bien foutu. Donc qu'est-ce que je me suis pris cette fois-ci? Curry indien à la patate douce et aux épinards, wok de nouilles sautées cacahuètes, linguine et crema di pecorino. Bref, plein de recettes différentes avec à chaque fois le listing de tous les ingrédients et surtout étape par étape la recette à suivre pour pouvoir la manger ensuite. C'est très simple. Depuis le site vous pouvez modifier les portions, les doses pour que ça corresponde à vos besoins. Vous pouvez programmer vos livraisons et bien sûr arrêter votre abonnement quand vous voulez. Parce que vous pouvez évidemment commander tout ça en one shot, une fois, mais également vous abonner pour recevoir votre box de repas chaque semaine. Donc ça c'est des packs de recettes à faire moi-même, mais on peut aussi commander des repas tout faits si vous n'avez pas le temps. Bref, il y en a pour tout le monde. J'ai un lien spécial pour vous en description avec un code promo, c'est Nozman85, code qui vous permettra de bénéficier de 85 € de réduction sur les 4 premières box plus livraison gratuite. Ce lien fonctionne pour les nouveaux arrivants, mais aussi pour celles et ceux qui auraient arrêté leurs abonnements depuis plus de 6 mois. Voilà, n'hésitez pas à checker ça dans la description si ça vous intéresse. Ok, donc vos pires douleurs, lesquelles sont-elles? Ah, ça fait du bien de relire vos commentaires, là ça fait un petit peu format vrai ou faux, j'aime bien. On y va. Un énorme étron qui ne sort pas loin d'une occlusion. C'était merveilleux. Ça commence très fort. Donc on commence avec du caca, super. Anthony L, est-ce que tu es adepte des constipations? Car ce que tu viens de décrire en fait, c'est le niveau boss final de la constipation. Et ce boss final, il a un petit nom, c'est le fécalome. Mais comme tu l'as dit, étron qui ne sort pas, ça marche aussi. Ça marche aussi parce qu'en fait, le fécalome, c'est bien une accumulation de merde sèche et dure dans la partie finale du tube digestif. Et laissez-moi vous dire que c'est souvent après avoir boudé le trône pendant quelques jours qu'il intervient ce fécalome. En fait, comme tes selles n'ont pas été évacuées, eh bien l'eau qu'elle contenait a été réabsorbée par ton corps. Et toi, dans tout ça, tu t'en sors avec le boss final du caca, le fécalome. Et du coup, oui, aussi, un risque d'occlusion intestinale. Et comme tu l'as dit, apparemment, ça fait très mal. Donc toi, visiblement, tu l'as évité, et tant mieux pour toi. Vraiment tant mieux parce que le risque d'une occlusion, donc vraiment quand c'est bouché, quoi, c'est notamment une distension de l'abdomen. Des douleurs abdominales hyper vénères, une envie de gerber et de la fièvre. La raison, c'est qu'à cause de ton caca, on dit les termes, eh bien les aliments, les liquides, les sécrétions ou encore les gaz s'accumulent en amont. Un enchaînement qui peut donc distendre l'intestin et faire aussi par la même occasion ultra méga mal. Alors ça, même si cette pathologie peut également survenir si ton tube digestif est étranglé ou si tu as une paralysie des tissus musculaires qui permettent l'évacuation. Donc c'est une incapacité de chier qui peut parfois malheureusement tuer. Et d'ailleurs les accumulations dans le corps, eh bien c'est rarement bon signe. On en reparlera un petit peu après dans la vidéo, vous allez voir. J'ai eu 11 fractures du fémur à 8 ans après une chute au ski. 11 fractures. Dans mon souvenir, c'était pas si douloureux que ça, mais je sentais les morceaux d'os bouger. Arthur, c'est un warrior. Par contre, la suite a été compliquée, 3 opérations et 2 ans pour la rémission. Courage à toi, enfin même si c'est passé, bravo pour cette épreuve. J'imagine évidemment que ça a dû faire extrêmement mal. Même si toi, comme tu le dis, c'était pas si douloureux que ça. Ok, on enchaîne. J'ai fait de l'hypertension de l'œil, j'ai eu une crise il y a quelques années qui a duré quelques jours le temps d'avoir un traitement. Je passais ma journée assis sur mon lit à rien faire tellement j'avais mal. La douleur revient toujours par moments, mais à genre 10% de ce que j'ai pu ressentir ces jours-là, j'avais jamais rien senti d'aussi fort. Vous vous souvenez quand je parlais d'accumulation? Eh bien l'hypertension de l'œil, c'est en fait une accumulation de liquide. Une accumulation directe dans vos yeux. Vous le savez, les yeux, pour obtenir des nutriments, éliminer les déchets et maintenir la forme du globe, ils en produisent un de liquide. Ça s'appelle l'humeur aqueuse. Le problème, c'est que parfois, il en produit trop ou n'arrive plus à l'évacuer. Un bug dans le système qui provoque une hausse de la pression intraoculaire. Direction les plus 21 mm de mercure. Et ça, lorsque l'on sait que la pression normale s'établit de 8 à 21 mm de mercure. Du coup, ça fait vraiment trop. Par contre, pas encore assez pour vous tordre de douleur. Car le problème de cette pathologie qui peut entraîner un glaucome à cause d'une dégradation progressive du nerf optique qui n'aime pas trop être compressé, c'est qu'elle n'est pas toujours douloureuse en fait, des fois on le voit pas venir. Non, pour ça il faut qu'elle grimpe brutalement jusqu'à les 40 mm de mercure ou plus. Du coup je comprends vraiment que t'es morflé, c'est logique. En fait la paroi de l'œil n'étant pas extensible, la sensation c'est juste qu'il va
exploser. Et ça, ça fait mal. Ouais, vraiment les maladies de l'œil, ça fait toujours flipper. Et ça encore plus quand on sait que la cornée possède un max de fibres nerveuses sensorielles. Pas de chance pour le commentaire suivant du coup. Un ulcère à la cornée, c'était juste indescriptible. Une douleur constante tellement forte que tu peux juste pas ouvrir les yeux. J'arrive même pas à m'en souvenir clairement, je me souviens juste de tous les trucs que je n'arrivais pas à faire. Et que j'ai pleuré de soulagement quand un médecin m'a mis un antidouleur directement dans l'œil et que la douleur s'est arrêtée. Ça fait trop peur. Je vous jure, ça fait trop peur. Vos témoignages sont effrayants. Ok, un ulcère à la cornée, ça fait trop bader. C'est juste donc une plaie profonde dans ce tissu qui est l'un des plus sensibles du corps. Super, vraiment au top. Et le pire, c'est que ce scénario de l'horreur là, il est pas facile à éviter. Ce que je veux dire par là, c'est que les causes qui provoquent l'ulcère à la cornée, c'est pas ça qui manque. Déjà parce qu'il peut être causé par des traumatismes, exemple une griffure de chat. Alors là, tous ceux qui ont des chats, ils vont commencer à flipper. Détendez-vous quand même. Une simple égratignure, voire des yeux secs, mais aussi par un agent infectieux. Alors j'ai dit un, mais j'aurais plutôt dû dire des. Car votre ulcère, c'est des virus comme l'herpès ou le zona qui peuvent le provoquer. Mais aussi des champignons, des parasites comme Acanthamoeba, un organisme donc unicellulaire présent dans l'eau, le sol ou encore l'air. Super. Partout en fait. Ou encore même des bactéries. Donc vous l'avez compris, vous êtes encerclé. Il y a pas mal de causes. Et comme l'ulcère peut vous laisser un voile cicatriciel qui affecte votre vue, eh bien le traitement, je vous conseille vraiment de le respecter. Et ça encore plus s'il s'agit d'une infection bactérienne nécessitant des antibiotiques. Ça aussi on en reparlera juste après. Alors j'ai connu plein de trucs. Torsion testiculaire, piqûre de scorpion. C'est qui lui, Kenny? C'est Indiana Jones ou quoi? Mais le jour où je me suis fait l'épaule avec rupture des ligaments, c'est le pire. Sur le coup ça va, mais à la longue c'est horrible et le pire c'est dans le camion pompier qui roulait à 80 sur les dos d'âne. Je m'en souviendrai toujours des secousses. Torsion testiculaire, piqûre de scorpion. Alors, c'était en même temps torsion testiculaire, piqûre de scorpion ou pas? Non, moi ça m'intéresse, dis-moi ça dans les commentaires s'il te plaît. Non mais c'est qui ce gars? C'est abusé, piqûre de scorpion. Et oui, je veux bien te croire, hein, rupture des ligaments au niveau de l'épaule, ça doit vraiment piquer. Mes jambes broyées après un accident resteront la pire douleur que j'ai ressentie. Chacun a son vécu et son ressenti vis-à-vis de la douleur, mais quoi que ce soit, courage à tous ceux qui ont encore du mal à s'en sortir. Merci pour ton message. Il fait du bien, mes jambes broyées après un accident. J'imagine évidemment pas du tout ce que tu as pu ressentir, les jambes broyées après un accident, ça doit être vraiment très douloureux. Et en fait, ton message témoigne parfaitement de ce que je pourrais te dire, hein, et j'espère que ça va mieux. On va raconter mon histoire, même si tout le monde s'en fout, ça fait plaisir. C'est hyper long. J'ai 18 ans, une angine et une soirée qui m'attend. Je suis à 5 jours de traitement sur 7, et je me dis, allez, pas d'antibiotiques aujourd'hui, ce soir, grosse mine. C'était la pire idée possible. Je passe ma soirée tranquille, et 3-4 jours plus tard, j'ai de nouveau mal à la gorge, sauf que là, c'est pas la même douleur qu'avant. Je me dis, c'est bon, c'est juste un coup de froid ou quoi. 2 jours passent et la douleur reste et s'intensifie. Je décide donc d'aller aux urgences, et en fait, j'ai un abcès à la suite de l'angine maltraité. Génial. Mais bon, rien de grave. Vraiment, lui, il a peur de rien. Juste peut-être que j'ai attendu un petit peu trop longtemps avant d'aller aux urgences, donc c'était pas joli à voir. Je rentre chez moi en pensant que c'est réglé, et 2 mois plus tard, rebelote, nouvel abcès. Je retourne aux urgences et ils me disent que c'est pas normal et qu'il faudrait m'enlever les amygdales. De là, je me dis, ok, on attend que les infections se calment pour organiser l'opération, et 1 ou 2 mois plus tard, et oui, 3e abcès. Et là, les galères. Amydalectomie d'urgence, ok. Opération qui dure normalement 30 minutes, j'ai passé 5 heures au bloc. Ma gorge était tellement inflammée qu'ils ont dû gratter, et ils ont fait un trou sur la paroi de ma gorge qui est encore aujourd'hui visible. Ils ont abîmé le voile de mon nez, et pendant 1 an, tout ce que je mangeais ou buvais sortait par mon nez à torrent. Je pouvais me moucher et retrouver du riz ou des pâtes au milieu de ma morve. Bref, l'opération s'est très bien passée. Après l'opération, je suis resté 1 mois à l'hôpital, enchaînant complication sur complication. J'ai passé 1 mois à me réveiller en pleurs de douleur le matin à cause de ma gorge sèche. 1 mois à cracher dans un verre car avaler était horriblement douloureux. 3 mois sans pouvoir manger solide. J'ai fini par perdre 20 kilos et très certainement plus de 10 ans d'espérance de vie morale. Négligez pas les antibiotiques, ça rigole zéro. Si t'as tout lu, t'es un bon. C'est abusé comme témoignage. Donc oui, les antibiotiques, il vaut mieux respecter le traitement, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est impressionnant quand même de voir à quel point une angine peut se compliquer et entraîner comme ça un effet de boule de neige. Un problème peut en entraîner un autre, etc. Si le traitement n'est pas respecté, c'est vraiment impressionnant. Du coup, je crois que c'est clair. Les antibiotiques, il faut respecter la prescription. Vous le savez, la mission des antibiotiques, c'est d'empêcher les bactéries de continuer à se développer. Et encore mieux, en plus d'empêcher cette prolifération, c'est aussi de les tuer, les bactéries. Un traitement qui, lorsqu'il est nécessaire, peut vous aider à vous sentir mieux rapidement. Enfin ça, si vous ne dites pas par exemple qu'entre boire ou guérir, il faut choisir boire par exemple, comme lui. C'était peut-être pas la meilleure idée de sa vie, mais bon. En fait, si vous arrêtez votre traitement sans avis médical, le risque, c'est une rechute. Oui, parce que si les bactéries ont été affaiblies par le début du traitement, elles n'ont pas forcément toutes été éliminées. Et le pire, c'est que c'est de beaucoup plus haut que vous pourriez tomber. Tout simplement parce que vous venez de faire sortir gagnante d'une sorte d'épreuve de sélection les bactéries faiblement résistantes qui ont survécu au début du traitement et qui peuvent désormais le devenir complètement résistantes. Et vous, avec ça, vous êtes plutôt perdant, malheureusement. Car vous êtes désormais le malheureux porteur de bactéries résistantes à l'antibiotique utilisé. Et ça, c'est un problème pour vous, mais aussi pour le monde entier, en fait. On se rend pas compte, mais c'est ouf, ce truc. Aux dernières nouvelles, une bactérie, ça se transmet. Une erreur qui pourrait donc participer à la création d'une ère post-antibiotique dans laquelle des infections courantes et de petites blessures pourraient être à nouveau mortelles. Ouais, rien que ça. Et dans le domaine de la santé, c'est loin d'être la seule erreur qui est à proscrire.
J'arrive un peu tard, il n'y a pas de souci, mais la pire douleur, c'est clairement quand j'ai eu un kyste au sinus, donc sinusite chronique en prime. La douleur prenait la tête, le visage, les dents et même la codéine n'y faisait rien. J'étais sous tramadol et j'arrivais encore à avoir mal. Voilà, bonne journée MDR. C'est marrant parce que ça me rappelle quelque chose qui m'est arrivé aussi, et peut-être une des pires douleurs que j'ai pu ressentir de ma vie. Je sais pas si ça se trouve c'est proche, mais je suis quelqu'un qui fait assez souvent des sinusites. Plus maintenant, c'est bizarre, mais il y a quelques années, je faisais des sinusites. C'était mon petit délire, quoi. Et il y a un hiver, j'ai fait une sinusite, mais tellement vénère, je ne pouvais plus rien faire, j'arrivais plus à dormir, ça a duré plusieurs jours, je n'en pouvais plus. Je gobais des antidouleurs, etc. Ça marchait pas. J'avais tellement mal à la tête, c'était un truc de fou. Tout partout ici, là, c'était paralysé, je n'en pouvais plus vraiment. Ça ressemble un peu à ça, et pour la fin de cette anecdote, je suis retourné voir le médecin quelques jours après, parce qu'en fait, j'étais en déplacement pendant 2 jours à Londres pour un tournage, donc je pouvais pas aller le voir en plus. Bref, je suis allé le voir après, et il m'a dit, on n'est pas passé loin de devoir faire une opération et tout, enfin bref, c'était la catastrophe. Au final, j'ai eu des médicaments adéquats, paf paf, ça s'est réglé, terminé, mais c'était horrible. Voilà Dadou, peut-être qu'on a eu le même truc. La pire douleur que j'ai ressentie, c'est le jour où je m'étais cogné les roubignoles contre un coin de table quand j'étais en train de courir. Attends, mais comment c'est possible ça? Pourquoi pas, peut-être dans un coin comme ça à la limite? Ok, bah écoute, oui, j'imagine que ça doit faire très très mal. Ça me rappelle un truc qui m'est arrivé quand je suis petit, rien à voir. Hein. Mais j'étais sur mon bureau, dans ma chambre, je devais avoir, je sais pas moi, entre 10 et 15 ans, et je suis monté sur ma chaise pour choper un truc sur une de mes étagères, et la chaise elle s'est barrée, et je suis tombé la glotte sur le coin de table. Et je fais PAH! Ça m'a fait vraiment mal. C'est pas les roubignoles, c'est la glotte. C'est bien, on partage un peu nos expériences, c'est cool. Super vidéo comme d'habitude, merci. Je fais partie de la majorité silencieuse sur YouTube, mais là je me sens obligé d'apporter ma voix par rapport aux pires douleurs vécues. Perfusion de potassium quand j'étais ado. J'ai appris bien plus tard qu'on ne faisait plus de perfusion au potassium directement car ça nécrose les veines. Je me souviens plus vraiment des termes, mais bien de la douleur. Comme une douleur constante et sans répit qui court dans les veines depuis le point de perfusion et remonte jusqu'au cœur. Comme un arrêt cardiaque sans fin. C'est quoi ça? Perfusion de potassium? Ok. Bon, alors s'il a autant douillé, c'est peut-être parce qu'une perfusion de chlorure de potassium, c'est connu pour être douloureux lorsqu'elles sont effectuées via les veines périphériques, et ça notamment lorsqu'elles sont petites. Ou c'est peut-être aussi, et j'espère pas pour lui, parce qu'il a été confondu avec un autre patient. Un problème avec ce médicament qui est considéré à haut risque lorsqu'il est mal administré. L'une des raisons, c'est que le potassium, un électrolyte portant une charge électrique qui active diverses fonctions cellulaires et nerveuses de l'organisme, c'est notamment lui qui permet à vos muscles de se contracter. Et quand on sait que le cœur c'est un muscle, eh bien ça peut rapidement mal tourner. Du coup, le chlorure de potassium injectable, c'est un médicament pour lequel la surdose doit être à tout prix évitée. Et ça à tel point que même pour les personnes qui en ont vraiment besoin, c'est de manière ultra précise qu'il doit être administré. Il est jamais injecté par voie directe, sous-cutanée et intramusculaire. Et même lorsqu'il est injecté par perfusion intraveineuse, en plus d'éviter la voie périphérique, c'est impérativement dilué et lentement qu'il doit être administré. On parle d'1 gramme maximum par heure. Et toutes ces règles, c'est pas uniquement parce qu'il peut entraîner, dans certains cas, un max de douleur, mais oui aussi une nécrose des tissus. Le risque aussi c'est que s'il est mal administré, c'est de provoquer une crise cardiaque. Donc voilà, c'est pas ouf. Et le pire c'est qu'à cause d'erreurs dans des hôpitaux c'est déjà arrivé. Ok, la pire douleur dont je me souvienne, c'est lorsqu'on a voulu me faire une anesthésie péridurale où on a dû me piquer plusieurs fois parce qu'ils ne savaient pas que j'avais une scoliose. Mais attends, mais c'est ouf ce truc. Donc oui, peut-être qu'ils ont dû faire une radio pour se rendre compte que tu avais une scoliose, pour pouvoir faire l'anesthésie correctement, je sais pas, c'est fou. Ok, je sais pas ce que ça vaut ce genre de douleur, et c'est sûrement pas la pire, mais récemment, je crois que j'ai eu une morsure de froid. Je sais que les douleurs aux mains sont parmi les plus atroces, mais là j'ai vraiment douillé. Je fais du patinage artistique et je patinais en extérieur par moins 18 degrés et du vent, oui, quelle idée, avec des gants qui ont fini par être mouillés. Outre la douleur du froid prolongé sur le moment, ce qui fait douiller, c'est le choc thermique. Le froid agit comme un anesthésiant. Au début, on a mal, mais nos doigts sont tellement gelés qu'on les sent même plus. C'est le retour à la normale qui fait mal. Les 10 minutes après que je suis rentré au chaud ont été atroces. J'avais hyper mal aux doigts, j'avais l'impression qu'ils allaient exploser, j'étais en train de pleurer. Pourtant, j'ai des règles très douloureuses et il en faut pour me faire pleurer de douleur. Heureusement, ça dure pas longtemps, mais je me demande ce qui serait arrivé si j'avais passé plus de temps dans le froid. Genre, je sais qu'on peut perdre des membres comme ça. C'est marrant parce que j'ai été à un tournage il y a pas longtemps en expédition pour aller voir des loups, etc. Il faisait assez froid. Et il y a un moment donné où je sentais plus du tout mes doigts de pied. On a dormi dehors, etc. Vraiment à la belle étoile. Et j'ai dû me réchauffer les pieds obligatoirement sur le réchaud qu'on avait. Sinon, je sais pas ce qui se serait passé, mais vraiment mes doigts de pied étaient blancs, bleus, violets. Et au final, ça va. Ok, bah écoute, toi, vraiment, t'aurais pu perdre tes doigts en fait. Et moi aussi, du coup, par la même occasion. La raison, c'est qu'une morsure du froid, bah en fait, c'est une engelure. Et qu'une engelure, ça entraîne parfois la mort des tissus. Et pourtant, votre corps, son but, c'était juste de se protéger du froid qu'il n'aime vraiment pas. En fait, sa mission à lui, c'est de garder votre température centrale à 37 degrés Celsius. Du coup, afin de limiter que le sang ne se refroidisse au niveau des extrémités, il limite la circulation périphérique en rétrécissant les vaisseaux sanguins. C'est fou quand même. Et ça encore plus s'il fait froid. On ajoute du vent, comme dans ton histoire, qui augmente les pertes de chaleur, ou encore de l'humidité qui accroît la
la conduction thermique. Du coup, sortir à ce moment-là, c'est vrai que c'était peut-être pas une bonne idée. La bonne nouvelle, c'est qu'après avoir un peu douillé, la douleur, elle peut vite diminuer. Mais la raison, par contre, elle est pas terrible, c'est parce que vos tissus sont en train de geler. En fait, une fois au chaud, la revascularisation, vous allez la sentir passer. Et d'ailleurs, cette étape peut parfois très mal se dérouler, car le liquide dans vos tissus, il peut parfois former des cristaux de glace à côté des cellules. Et lors de la décongélation, du coup, le risque, c'est juste que vos cellules, dont la paroi a été abîmée, éclatent et meurent. Et pire, car parfois le sang oxygéné ne parvient plus à revenir au tissu. Résultat, c'est la gangrène. Salut les mimines, il n'y a plus rien. Donc oui, ça fait vraiment bader, faut faire gaffe avec le froid. Personnellement, suite à un accident et une opération du cerveau, on a dû m'enlever, après mon réveil, un tuyau nommé drain de Redon qui était encore à l'intérieur de ma tête pour sortir les dernières gouttes de sang restantes. Bien sûr, pour retirer ce tuyau de mon cerveau, j'étais pleinement conscient et réveillé. Voilà ma pire douleur, ça a un peu piqué. Donc toi, en fait, ils t'ont retiré un tuyau de ton cerveau alors que tu étais conscient et que tu ressentais tout, si j'ai bien compris. Ok, alors pour bien comprendre de quoi tu parles, faisons un petit point drain. En général, un drain dont l'utilisation est un peu controversée, c'est un petit tube en plastique flexible qui va de l'intérieur du corps à l'extérieur du corps. Vu comme ça donne pas envie. Par contre, si je vous dis que son but est d'empêcher les liquides qui peuvent être abondants après certaines opérations de s'accumuler à l'intérieur de vous, et pour qu'il parvienne à remplir son objectif, le drain, eh bien, le chirurgien, c'est au fond de la plaie qu'il va l'installer ce tube, tu vois, avant de le laisser dépasser par votre peau par le chemin le plus court et le plus sûr possible. Mais rassurez-vous, si c'est un peu dégueu, c'est pas douloureux. Enfin ça, sauf au moment de la dépose, car lorsque le professionnel de santé va s'approcher de votre peau et va tirer le drain comme ça pour l'enlever, bah vous pouvez un peu le sentir passer, c'est vrai. Et ça, littéralement, tu sens le machin passer dans ta peau, quoi. Car comme du coup Quentin Graff, vous pouvez être réveillé. J'ai un ami, pour son genou, c'est ce qui lui est arrivé justement. Honnêtement, ma douleur n'est peut-être pas si horrible que ça lorsque je lis les commentaires, mais personnellement j'étais en face des portes de l'enfer à ce moment-là. Une porte blindée de l'armée s'est brusquement fermée sur mon doigt. En voulant la retenir, mon doigt s'est coincé et j'ai vite essayé de l'enlever, mais l'ongle s'est arraché, puis planté dans mon doigt jusqu'à ce que quelqu'un vienne m'aider pour ouvrir la porte. Mon doigt était complètement fracassé et chaque battement du cœur était une onde de choc suprême comme le tambour du diable. Toujours maintenant, 6 mois après, mon ongle a toujours pas repoussé. Ouf. Ok, bah oui, je veux bien te croire, ça a dû faire très très mal. Vraiment, l'ongle qui rentre dans ta peau. Mais ton doigt, il a pas été éclaté vraiment? C'est fou ce truc. Moi, une fois, je me suis pris un module de skate sur le pied, comme ça, on portait une grande table de skate et bah, on a tous lâché. Et moi, comme un con, j'avais mon pied dessous, mais j'étais petit, hein, attention. Et bien, mon ongle de l'orteil, il s'est barré. Voilà. Pire douleur que j'ai vécue, la pose de mon stérilet. Et je suis pas la seule. Certaines personnes ont eu plus mal à leur pose de stérilet que pendant leur accouchement. Je suis clairement traumatisé par cette douleur. Ça a l'air effectivement douloureux, vu ce que tu dis. Gêne, crampes similaires à celles des règles, voire malaise vago, en fait la pose d'un stérilet, un dispositif contraceptif intra-utérin, ça peut vraiment être folklore a priori. Et oui, vraiment pour un max de femmes, c'est vrai. Selon une étude en partie financée par les fabricants, eh bien des douleurs intenses peuvent être ressenties par 15,5% des femmes qui n'ont jamais eu d'enfant. Ça fait beaucoup, vraiment. Et la principale responsable, ce serait la pince de Pozzi, un instrument qui sert à stabiliser l'utérus et à redresser le col. Mais comme elle n'est pas utilisée systématiquement, ça veut pas dire que les autres poses sont garanties sans douleur. Non. Déjà parce que lors du passage du stérilet par le col, très sensible, puis lors de son installation dans l'utérus, tout se contracte. Et ensuite parce qu'il existe un max d'autres facteurs qui peuvent être prédicteurs de douleurs plus intenses. Comme je sais pas, par exemple, n'avoir jamais accouché par voie basse, avoir des règles douloureuses, ou encore simplement avoir peur de souffrir, l'anticipation de la douleur. En fait, oui, dans le game de la douleur, selon les scientifiques, l'état d'esprit, l'anticipation, tout ça, ça peut compter. Et je me demande d'ailleurs si ce facteur ne rentre pas en compte dans le prochain commentaire, justement. La plus grosse douleur que j'ai connue en 24 ans d'existence, et sans avoir connu l'accouchement encore, c'est le piercing au téton. J'ai eu l'impression qu'on me lançait une décharge dans tout le côté gauche du corps, douleur ponctuelle, après ça allait. Pour le coup, j'ai fait que 1 sur 2. C'est marrant parce qu'on m'a déjà dit que le piercing au téton faisait extrêmement mal. Et après quelques recherches, parmi tous les piercings possibles, celui au téton, il a une sale réputation. Alors ça, c'est sûrement parce qu'on vient faire un trou dans une zone qui possède un max de terminaisons nerveuses. Et si vous ne croyez pas, demandez simplement là à votre partenaire de vous le stimuler. Tu verras. Vu que c'est un organe qui provoque une augmentation de l'excitation sexuelle, eh bien vous risqueriez de ne pas revenir. Car oui, breaking news, selon une étude, la manipulation des mamelons provoque ou augmente l'excitation sexuelle chez environ 90% des jeunes femmes et 52% des jeunes hommes. Et si ce riche réseau de nerfs peut parfois vous aider à atteindre le 7e ciel, eh bien chez le perceur, c'est un autre délire. Direction l'enfer avec option douleur lancinante pendant plusieurs jours a priori. Alors apparemment l'intensité de cette douleur, elle dépend quand même de votre sensibilité. Ok, on enchaîne. La plus grosse douleur que j'ai vécue, même si je pense qu'il doit y avoir pire sur Terre, j'ai un syndrome de Bouvray. Et j'ai fait un jour une très grosse crise, environ 250 battements par minute. On m'a donc injecté en intraveineuse rapide un traitement permettant d'arrêter la crise. Le cœur passe alors en quelques secondes de 250 à 20 battements par minute pour remonter à 70 les quelques secondes après. C'est un truc de fou ça. Et bah c'est assez horrible. À vrai dire, je me rappelle de la sensation de douleur, mais pas du tout de ces secondes-là. J'ai blackout complet. Selon les médecins autour, j'ai bien hurlé et levé le torse tel un film d'horreur. Un truc sympatoche quoi. Vos témoignages sont fous, vraiment c'est incroyable. Ok, donc lorsque l'on sait que le cœur est censé battre
battre entre 60 et 80 fois par minute, on comprend mieux pourquoi t'as douillé, vraiment. Ça doit être très impressionnant. La mauvaise nouvelle, c'est que cette sensation ultra désagréable que tu as dû ressentir, c'est peut-être pas la dernière fois que tu la vivras. La raison, c'est que la maladie de Bouvray, c'est ça. Alors là, je le dis pour tout le monde parce que j'imagine que toi t'es au courant, mais c'est une pathologie cardiaque qui se traduit par une accélération du rythme du cœur. Alors rassurez-vous, si elle peut activer le mode exorciste, c'est pas à cause d'un cœur défectueux. Non, c'est plutôt parce que l'influx nerveux qui est responsable du rythme cardiaque va beaucoup plus vite qu'il ne le devrait. Tellement en fait que cet influx nerveux sous stéroïde un peu va en quelque sorte doubler la contraction du cœur. Ou dans ce cas-là, de toi du coup. Et si c'est heureusement une pathologie bénigne, avec ce marathon/sprint de la poitrine, si la crise est intense, vous êtes quand même bon pour un risque d'angoisse, de malaise ou de douleur thoracique. C'est vraiment un truc de fou, 270 battements quand même. C'est incroyable. Merci vraiment pour vos témoignages. N'hésitez pas à en mettre encore, peut-être qu'on fera un épisode 2 sur vos pires douleurs à vous, c'est quand même vraiment intéressant. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et je tiens à remercier Philippe Glasser, responsable de l'unité écologique et évolution de la résistance aux antibiotiques à l'Institut Pasteur. Merci à Nathan Moreau, chirurgien oral et neurobiologiste spécialisé de la douleur, et à Fanny Toussaint, sage-femme au centre hospitalier Robert Ballanger, pour leur aide durant l'écriture de cette vidéo. Merci beaucoup. N'oubliez pas le partenaire de cette vidéo, HelloFresh, qui nous aide à bien manger, ça fait plaisir. Donc allez checker le lien HelloFresh dans la description si ça vous intéresse. Merci. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à soutenir, à commenter, à partager. Moi je vous dis à très bientôt car la science n'attend pas. Salut!